Bonjour à tous, est-ce que vous nous entendez? Bonjour. Parfaitement. Parfaitement, eh bien c'est à notre tour. Écoutez, on est ravis de vous retrouver pour ce premier webinaire Corse sur les droits des usagers. On est absolument ravis et on salue tous les moyens qui ont été mis en place et notamment en effet la présence d'une traduction en langage des signes. Alors je vais partager mon écran, c'est le moment un peu technique. Moi je suis Alexis Vervial, je suis conseiller santé à France Asso Santé. Je te laisse te présenter, Florence, peut-être pendant que j'essaye de projeter le diaporama. Oui. Alors, moi, je suis Florence Navatoni, je travaille à France Asso Santé en tant que coordinatrice adjointe de Santé Info Droit. Donc, Santé Info Droit, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est la ligne d'information juridique et sociale de France Asso Santé qui répond donc à toutes les questions juridiques et sociales des usagers. Dès lors qu'il y a un lien avec leur santé, des usagers ou des professionnels ou travailleurs sociaux, associatifs, dès lors qu'ils interviennent pour venir en aide aux usagers du système de santé. Alors, est-ce qu'on voit le diaporama? Oui, on le voit. Ouais. Je l'ai mis en plein écran, donc normalement c'est bon. Est-ce que tout le monde voit? Ouais. Oui, c'est bien, je pense que si c'est assez lisible pour vous, on voit la dame qui traduit, toi, moi et le PowerPoint si c'est OK. Excellent. Excellent. Bon, j'ai plus accès aux notifications. Je vois que mon PowerPoint du coup, mais tu me diras, Florence, tu n'hésite pas à m'interrompre s'il y a des questions ou des choses pas claires. Hein. Ouais. Ouais, ok, ça marche. Ok. Ravi à tous. Donc, on va vous faire un exercice qu'on va essayer de faire le plus pédagogique possible. Parce que on sait que le droit, il peut être complexe. Et donc, ce qu'on a fait ensemble pour balayer les droits des usagers dans les établissements de santé, en fait, on a pris un document qui replace un certain nombre de choses de manière très simple. C'est la charte de la personne hospitalisée. Aujourd'hui, c'est, on va dire, la charte officielle pour bien connaître les droits de la personne hospitalisée. Donc, ce qu'on va vous proposer avec Florence, c'est que elle va vous rappeler pour les 11 droits identifiés dans la charte de la personne hospitalisée ce que dit le droit. Donc, vraiment, Florence va, en tant que juriste, vous rappeler les notions importantes du droit pour chacun des 11 droits identifiés. Et puis moi, après, j'interviendrai plutôt à la suite de Florence sur vraiment ce qui se vit dans les établissements et vous, en tant que représentant des usagers, ce que vous pouvez faire en tant que représentant des usagers. Voilà, donc vraiment, pour chacun des 11 droits, vous aurez ce que dit le droit et puis vous, ce que vous pourrez faire en tant que représentant des usagers, les points d'attention à avoir, etc. Voilà, donc on va attaquer tout de suite chacun des 11 droits. Vous allez voir, ils sont formulés de manière assez simple pour que vous puissiez vous retrouver. Donc, on attaque tout de suite avec le premier droit, qui, Florence, est quand même un droit vraiment fondamental. C'est celui de choisir l'établissement qui nous prendra en charge. Je te laisse expliciter vraiment ce que veut dire ce premier droit entre nous. Alors, donc c'est un droit qui est consacré par cette charte. Alors, pour compléter un petit peu l'introduction d'Alexis, tous les droits qui sont inscrits dans cette charte sont aussi inscrits dans le Code de la santé publique, qui est un peu la Bible pour ce qui nous concerne, les relations entre les usagers et les professionnels de santé notamment. Simplement, la charte, c'est une meilleure base pour nous parce que c'est plus, comme disait Alexis, c'est plus simple. Donc, le principe numéro 1, c'est donc toute personne est libre de choisir l'établissement de santé qui la prendra en charge. Ça, c'est la théorie, évidemment. Mais on n'est pas obligé, on n'est pas contraint par son lieu d'habitation, par exemple. On peut aller dans n'importe quel établissement de santé en France, puisqu'il y a une question quand même de prise en charge par l'assurance maladie, comme vous le savez.
Donc, il faut quand même que ce soit contraint par le territoire français. Mais voilà, on peut choisir son établissement de santé. Je sais, et notamment probablement en Corse, qu'il y a des contraintes territoriales, démographiques et de fermeture d'établissements ou de services qui font que finalement, cette liberté de choix n'est pas toujours facile à exercer. Mais néanmoins, elle existe. Elle est consacrée par le Code de la santé publique et elle est à la liberté de tous. On peut également choisir son professionnel de santé. Donc en libéral, ça aussi, ça peut être plus facile à exercer, mais sur le principe, on peut aussi exercer ce choix, cette liberté de choix au sein d'un établissement de santé, sous réserve évidemment des contraintes de continuité du service public et éventuellement de disponibilité, mais le principe existe. Donc, merci Florence pour cet éclairage. Donc, on voit que c'est un droit important, cette liberté. Alors, ce qu'on voit, ce que les représentants des usagers vivent en général, c'est que, comme l'a dit Florence, parfois on a l'impression que c'est pas un choix, puisque finalement, ne serait-ce qu'en termes de kilomètres, on n'a pas envie de faire 100 kilomètres pour se faire hospitaliser. Et donc, la plupart du temps, en fait, soit on va au plus proche de chez soi, soit on va là où on est orienté par son médecin traitant, notamment à qui on a une forte confiance. En tous les cas, pour ce droit, il faut savoir que le représentant des usagers, il a un outil qui est très intéressant. C'est qu'il a un outil qui s'appelle scopsanté.fr, qui est un site web. Je vous invite à aller le voir, puisque ce site est la plupart du temps assez méconnu, malheureusement, mais en fait, en tant que RU, vous avez tout intérêt à aller y faire un tour. D'une part, parce que vous pourrez le donner aux patients de votre établissement, parce qu'il donne un certain nombre d'informations sur la qualité prodiguée par l'établissement de santé où vous êtes en tant que RU. Et donc, en tant que RU, vous pouvez aller voir déjà sur Scope Santé. Donc ce site, là je vous ai mis une petite copie d'écran et donc notamment sur Scope Santé, vous avez des pourcentages, des notations de l'établissement sur la qualité des soins, sur la tenue du dossier patient, sur la satisfaction notamment aux questionnaires d'expérience patient qui sont donnés dans l'établissement, etc., etc. Donc là, vous voyez, j'ai mis un exemple pour le centre hospitalier de Bastia. Vous avez la note globale des patients qui ont été hospitalisés et qui ont, par exemple, noté l'accueil, qui ont noté le repas, la chambre, l'organisation de la sortie. Donc ça, c'est un outil pour le représentant des usagers vraiment très utile parce qu'il vous permettra de faire un choix éclairé de votre établissement puisque vous pourrez aller voir, comparer les notations, les scores de satisfaction de tous les établissements de santé de Corse. Et donc, je vous invite à aller voir, il y a les publics et les privés. Et donc, vous pouvez aller voir sur le site de l'établissement de santé sa notation sur tout un tas de critères. Donc voilà, donc le premier point pour les représentants des usagers, pour que le choix soit vraiment libre, il faut qu'il soit éclairé. Et donc, comment on l'éclaire? Comment on sait qu'un établissement de santé fait de la qualité? Eh bien, on peut aller voir sur ce site qui est gratuit et qui est en libre accès. Voilà. Je ne sais pas si, Florence, il y a j'ai entendu des petites notifications. Alors, je ne sais pas comment vous voulez qu'on procède, Amandine. Est-ce qu'on fait des questions au fur et à mesure ou est-ce qu'on... Si vous vous sentez plus à l'aise de faire les questions au fur et à mesure, vous pouvez. Effectivement, là, c'est directement en lien avec votre intervention. Donc, si c'est en lien, on peut prendre. On nous demande, alors oui, on nous demande le choix de l'établissement, même en psychiatrie. Alors, la psychiatrie, évidemment, c'est un peu particulier. Néanmoins, il existe complètement cette liberté de choix de son établissement, y compris en psychiatrie. C'est toujours cette sectorisation, mais qui n'empêche pas aux patients de choisir. Après, alors on y viendra sur un autre principe qui est le consentement général aux soins, mais évidemment qu'il y a des hospitalisations qui se font sans consentement et que dans ces cas-là, c'est l'établissement du secteur qui est choisi par les autorités au moment de l'hospitalisation. Mais le Code de la santé publique confirme le principe de la liberté de choix d'établissement, y compris en soins psychiatriques. C'est vrai que c'est souvent une question qu'on a, c'est d'ailleurs, on remercie le public pour cette excellente question. C'est souvent une tension qu'on a en disant oui, mais il y a des soins sans consentement. Oui, mais le Code de la santé publique est plutôt limpide là-dessus et c'est important de le repréciser. Ouais. Merci à vous. Est-ce qu'il y a d'autres questions?
Non, j'en vois pas. Eh bien, si vous le voulez bien, on va tranquillement aller sur le deuxième droit, qui est très important également, qui est les établissements de santé garantissent la qualité de l'accueil, des traitements et des soins. Florence, que nous dit la juriste là-dessus? Alors, que nous dit le droit? Effectivement, parce que la juriste, elle peut dire plein de choses, hein, C'est vrai. ou pas d'ailleurs, mais bon. Alors ça recouvre pas mal de choses. Cette notion de qualité de l'accueil, des traitements et des soins, on peut y mettre un peu tout ce qu'on veut en vrai. Donc évidemment, c'est la possibilité d'avoir un traitement et des soins appropriés, de bénéficier d'une sécurité sanitaire, c'est-à-dire d'avoir les meilleurs soins qui nous préservent de tout accident médical, infection iatrogène, infection nosocomiale, etc. De bénéficier aussi de tous les traitements possibles pour apaiser ses souffrances. La prise en charge de la douleur, c'est vraiment une notion qui est consacrée par le Code de la santé publique également. Donc ça recouvre énormément de choses. Également de bénéficier d'une fin de vie digne. On en parlera aussi à l'aune d'un autre principe consacré par la charte. Mais voilà, ça recouvre pas mal de choses et c'est des principes vraiment les tout premiers principes du Code de la santé publique. C'est vraiment leur ordre de passage, on va dire, dans le code signifie bien, et d'ailleurs c'est le deuxième dans la charte aussi, que c'est fondamental pour les patients de bénéficier de soins de qualité et des traitements et soins appropriés. Merci Florence. Dans la vraie vie, Alexis, comment ça se passe? Dans la vraie vie, ce que dit le droit, c'est vrai que c'est un principe fort. Dans la vraie vie, c'est vrai que on voit des différences importantes. Vous les vivez vous-même. Il suffit que vous discutiez avec vos proches et que vous échangiez. On a tous l'exemple de différentiels, de prise en charge très différentes suivant les établissements. Alors, ce qui est pas mal, c'est qu'aujourd'hui, on a un outil quand même majeur en tant que représentant des usagers. Le médecin tout à l'heure du centre hospitalier en a parlé, ça s'appelle la certification des établissements de santé. La certification, pour faire simple, en fait, c'est l'évaluation, si vous voulez, d'un établissement de santé par une autorité de santé, qu'on appelle la haute autorité de santé, dite HAS. Ce qu'il faut que vous reteniez là-dedans, c'est que en fait, aujourd'hui, on a quand même cet outil-là qui permet d'évaluer la qualité et d'évaluer que cette qualité de l'accueil, des traitements, des soins est bonne et maximale, et le plus possible. Et donc, vous, en tant que représentant des usagers, ça a été dit par le représentant médical de l'établissement tout à l'heure, eh bien, vous pouvez être sollicité. Vous pouvez participer à cette démarche qui est très importante. C'est une démarche très importante et aussi très imposante. C'est pas les directions et les médecins qui vous diront l'inverse, mais ça vous permet d'évaluer où est-ce qu'en est votre établissement, où est-ce qu'il en est sur ces différentes pratiques, sur un certain nombre de garanties, et notamment, on va le voir, mais il y a des onglets sur les droits des patients. Et donc, cette certification, il y a un nouveau manuel qui vient de paraître, et donc voilà, c'est vraiment un outil à mobiliser par les représentants des usagers. Alors, je vous ai mis pour l'exemple des exemples de critères qui sont regardés par la haute autorité de santé pour évaluer un établissement de santé. Et donc, le représentant des usagers, il pourra être particulièrement vigilant au chapitre 1 de cette certification. Vous voyez, je vous ai mis les 4 objectifs que vont regarder les experts de la haute autorité de santé. Donc, on va vérifier que le patient est bien informé et que son implication est recherchée. Donc ça, c'est un point très important, l'information. On va vérifier que le patient est respecté. Donc, il y a une notion évidemment de dignité, on y reviendra. On souligne également dans la certification, les experts de l'HAS vont regarder si les proches et les aidants sont associés à la mise en œuvre du projet de soins. Vous savez que c'est très important aussi de l'entourage. Il n'y a pas que l'accueil du patient lui-même, donc il y a son entourage. Et puis, il y a le travail autour des conditions de vie et du lien social dans le cadre de sa prise en charge. Donc, vous voyez, on n'est pas seulement sur des indicateurs cliniques, on est aussi sur des indicateurs, j'allais dire, sociaux, de relationnel, de lien avec les soignants.
Voilà, je m'arrête de causer, je suis déjà trop long, mais voilà. Je ne sais pas si j'ai entendu des petites bulles, mais je ne sais pas s'il y a des réactions à ce qu'on dit sur cet item. Pas là-dessus, il y a des réactions sur la liberté de choix, notamment sur si on cherche, enfin sur la prise en charge des frais de transport lorsqu'on choisit évidemment de se faire soigner en métropole par exemple. Donc ça, c'est vrai qu'il y a une contrainte de prise en charge, c'est ce que disait par l'assurance maladie au niveau des transports. S'il y a un établissement que considère l'assurance maladie comme étant adapté, approprié, plus près de chez soi, il n'y aura pas de prise en charge des frais de transport vers un établissement plus éloigné. Il faudra à ce moment-là prouver que l'établissement plus éloigné correspond mieux aux soins dont on a besoin. C'est pas une mince affaire, c'est vrai, je vous l'avoue, mais du coup, ça, c'est une contrainte. C'est-à-dire que dans les faits, on peut toujours choisir d'aller se faire soigner n'importe où. Ça, c'est le droit absolu. Maintenant, si on réclame une prise en charge de ces transports, eh bien, il faudra prouver que le lieu de soins en question est le plus approprié à son état de santé. Il y a peut-être d'autres questions, mais si vous voulez bien, peut-être on avance un peu pour pas trop dépasser, parce que je vois qu'il est 40 déjà. Et puis on prendra, si on a plein de temps, on pourra prendre plein de questions peut-être à la fin. Voilà. Alors, on a le troisième droit, Florence, un des droits, j'allais dire, les plus centraux, les plus importants, puisque en fait, c'est le droit sur lequel se fondent les autres. Qu'est-ce que tu peux nous dire de l'information donnée aux patients qui doit être accessible et loyale? Alors en effet, le droit à l'information, c'est vraiment le droit principal, je dirais, consacré en la matière. Pour moi, il se décline de 3 manières. Donc là, l'information sur les soins. En général, sur son état de santé. Il y a l'information sur les coûts également, puisqu'il y a une obligation pour les professionnels d'informer sur le coût de la prestation de santé. Et puis, il y a l'accès au dossier médical, qui est aussi une déclinaison de l'information qu'on abordera peut-être plus tard, puisqu'il y a un des droits de la charte qui en parle. Sur le droit à l'information sur les soins, là, dont on parle ici, on est vraiment sur une déclinaison, une information accessible, loyale, adaptée. Très important, adapté. On peut le voir là avec l'interprète qu'on a aujourd'hui. Il faut évidemment, le curseur, c'est pas du tout ce que le professionnel a envie de donner comme information. C'est ce que le patient, lui, peut comprendre de l'information qui lui est donnée. Donc ça veut dire l'information, elle doit être donnée lors d'un entretien individuel, à l'oral. Les écrits, par exemple, c'est pas de l'information. Un écrit, c'est une information complémentaire à une information orale. Mais l'information doit d'abord être orale, le texte le précise clairement. Et un écrit, donner une feuille avec l'information sur ce qui va se passer lors de la chirurgie n'est pas du tout remplir son devoir d'information pour le professionnel de santé. Et ça, c'est très important. Je pense que les représentants d'usagers doivent avoir ça, bien ça à l'esprit. Elle doit évidemment, qui est destinataire de cette information? L'usager. Et puis éventuellement les titulaires d'autorité parentale pour les mineurs, les tuteurs lorsque la personne est un majeur protégé. Et l'usager peut se faire accompagner de sa personne de confiance. Et lorsque l'usager est hors d'état d'exprimer sa volonté, c'est la personne de confiance qui sera informée, et éventuellement les proches, enfin si elle a été désignée, et puis éventuellement les proches. On peut choisir aussi de ne pas être informé. On a le droit de dire non, je veux pas savoir, je préfère être ignoré, mon état de santé. Ça, c'est un droit absolu. Et puis sur l'étendue de l'information, ça porte sur le texte est assez complet, hein. Investigation, traitement, action de prévention, utilité, urgence éventuelle de l'intervention, conséquences, risques fréquents ou graves, normalement prévisibles. Donc voilà, il faut qu'on imagine tout. Et puis les solutions possibles et les conséquences prévisibles d'un refus. C'est-à-dire qu'on peut refuser les soins. Et qu'est-ce qui va se passer si jamais je refuse? C'est pas parce qu'on refuse qu'on n'a plus le droit à l'information. Donc ça, c'est vraiment c'est très large. Et puis quand il y a eu un accident médical, il y a aussi l'information de il y a eu un accident, voilà ce qui s'est passé, pourquoi ça s'est passé. Je t'en prie, Alexis. Donc moi, en complément de Florence, ce qu'il faut savoir pour le représentant des usagers, ce qu'il faut, c'est que
bien vérifier que les patients soient informés, notamment sur la phase de diagnostic. On sait que le diagnostic initial, notamment dans le cadre de maladies graves, c'est un moment difficile. Sur l'annonce d'une maladie grave. Et donc, le représentant des usagers, il peut regarder que l'information donnée aux familles, elle est au bon moment, au bon format et au bon endroit. C'est-à-dire que, voilà, il peut y avoir des manières, ça se travaille, donc ça fait partie évidemment de la formation des professionnels de santé, mais voilà, il y a vraiment le représentant des usagers, il peut regarder comment est faite cette information. Voilà. Donc ça, c'est important, notamment dans le cadre de la maladie grave, qui sont des annonces difficiles. Le deuxième point, c'est que les professionnels ils puissent faciliter la compréhension des informations. On sait que un des écueils pour les professionnels, c'est de parler trop technique, de parler avec des termes médicaux qu'on ne comprend pas. Et donc, on a un vrai sujet, et ça, les représentants des usagers, ils peuvent y travailler, avec des modes de communication et d'information adaptés, notamment en handicap. On le voit aujourd'hui avec le langage des signes, mais c'est des trucs tout bêtes, mais ça peut être également sur des brochures d'information. Ça peut être la taille de la police pour des gens qui sont malvoyants, etc. Voilà, donc je m'arrête là-dessus. Je ne sais pas s'il y a des réactions, mais plutôt à la fin, là, comme peut-être on a moins de temps. On avance, Florence, oui. sur la question de, alors, autre droit majeur, avec l'information qui va, d'ailleurs, l'un ne va pas sans l'autre, le consentement libre et éclairé du patient. Oui. Ben, c'est complètement le corollaire du droit à l'information. C'est-à-dire que sans information accessible, loyale, adaptée, il ne peut pas y avoir de consentement libre et éclairé. Donc, ça veut dire que le patient peut librement choisir ou non de bénéficier du soin qui lui est proposé par le professionnel. Et pour pouvoir choisir ce soin-là, il lui faut avoir une information claire. Donc, à ce principe-là, il y a donc cette information, elle doit toujours ce consentement, pardon, il doit toujours être fait lors d'un échange avec le professionnel de santé, évidemment. C'est important et il est indispensable. C'est-à-dire qu'il est impossible de délivrer un soin à un patient qui ne l'a pas consenti, sauf évidemment certaines exceptions, comme les cas d'urgence ou d'impossibilité de recueil du consentement. Quand je parle d'impossibilité de recueil du consentement, il faut quand même toujours aller le rechercher, ce consentement, en prenant en compte d'éventuelles directives anticipées, en consultant la personne de confiance ou les proches. Il y a dans le cas des mineurs, il est possible aussi pour le mineur de s'opposer à ce que ses parents, enfin les tuteurs de l'autorité parentale, soient informés de son état de santé et donc qu'il puisse consentir tout seul par lui-même à partir d'un certain degré de maturité, puisse consentir par lui-même sans l'accord de ses parents à un soin. Et puis, il y a évidemment toujours les soins psychiatriques sans consentement, qui sont des soins, effectivement, qui sont les seuls soins qui peuvent être imposés à une personne qui n'est pas protégée juridiquement ou qui est consciente, on va dire. Et c'est très encadré par les textes, mais ça existe, une hospitalisation sans consentement, ou en tout cas des soins psychiatriques sans consentement. Ça fait partie des exceptions prévues par la loi et ce consentement, il doit être délivré évidemment avant tous les soins et il est rétractable à tout moment. On peut à tout moment, même sur la table d'opération, dire non, je veux plus. Merci. Moi, je voulais juste dire sur ce droit, c'est pas un petit sujet parce que en fait, aujourd'hui, on se rend compte avec le développement des maladies chroniques que c'est un droit, mais c'est aussi une des conditions, le consentement, de la bonne acceptation des traitements. Je m'explique. Aujourd'hui, les maladies s'étalent de plus en plus dans le temps, elles se chronicisent. Il y a de plus en plus de pathologies, par exemple cardiovasculaires, diabète, etc., où vous devez vivre avec la maladie. Et finalement, le consentement, il n'a jamais eu autant d'importance. Parce qu'on voit que, notamment, les patients qui ne consentent pas aux soins ne prennent pas leur traitement ou ne voient pas l'intérêt d'aller vers les soins, etc., etc. Donc, plus que jamais, l'acte de soin, il doit être fait en participation avec le patient,
en ce qu'on appelle en décision médicale partagée. Ça veut tout dire, hein, c'est un échange entre le médecin et son patient. Et plus que jamais, en fait, on a besoin du consentement et de l'adhésion du patient pour formaliser et pour qu'il y ait un partenariat dans les soins. Évidemment, le rôle du RU, c'est de travailler cette question-là, c'est de travailler aussi. Vous connaissez certainement les deux dispositifs, la personne de confiance et les directives anticipées. En général, c'est pas forcément connu par les patients en direct, donc en tant que RU, je peux faire le lien et je peux présenter ces dispositifs qui sont absolument essentiels. Voilà, donc on avance peut-être. Oui, sur le même thème, en plus, les deux prochains droits sont liés, les deux prochains droits énoncés par la charte sont liés à cette question du consentement. Puisque le 5e principe, c'est un consentement spécifique est prévu pour certains actes. Donc c'est le cas évidemment des questions, enfin évidemment, non pas évidemment, mais enfin c'est le cas en tout cas du prélèvement d'organes, où il doit y avoir un consentement écrit et parfois même devant un tribunal. C'est le cas de l'IVG, interruption volontaire de grossesse. On avait dit pas d'acronyme IVG, je pense que ça passe. AMP pour l'assistance médicale à la procréation et tout ce qui relève des diagnostics prénataux ou des diagnostics génétiques. Donc pour tous ces actes-là, il faut un consentement un peu plus poussé, écrit. Et c'est le cas évidemment aussi, et ça c'est le principe numéro 6 de la charte, pour les recherches biomédicales. Qui sont quand même des actes très particuliers, puisqu'on est bien souvent sur des médicaments en cours d'évaluation, par exemple, et donc du coup il faut s'assurer que les usagers sont bien informés de tous les risques qu'englobe une telle démarche thérapeutique. Ok, donc tu as vu Florence, je suis passé au 6 directement puisqu'on était justement sur la recherche biomédicale. Ah bah très bien, ouais, voilà. Bah, vas-y, je te laisse compléter. Donc sur les consentements, on a bien vu avec Florence que en fait il y a une espèce de formalisation spécifique du consentement pour ces actes dont on voit bien qui sont très particuliers. Ce que vous pouvez faire en tant que RU, c'est rencontrer les équipes et puis vous renseigner notamment sur les modalités de consentement, comment elles se déroulent dans votre établissement de santé si cet établissement fait les actes qu'a mentionné Florence qui ont un consentement bien spécifique. Donc vous, en tant que représentant des usagers, c'est vous assurer que le consentement est bien fait et voilà, et éventuellement écouter les usagers, écouter ce qu'ils ont à dire et comment ça s'est déroulé sur ces consentements spécifiques, sur ces actes qui sont bien spécifiques. Voilà, donc pas plus de conseils là-dessus. C'est des actes quand même vraiment très spécifiques et donc qui nécessitent une attention particulière. Florence, sur le 7e droit sur 11, un droit un peu spécifique également, finalement, qu'on n'a pas l'habitude de mentionner, mais la personne hospitalisée peut à tout moment quitter l'établissement. Oui, ça paraît évident comme ça, mais c'est vrai. On peut sortir librement d'un établissement, sauf toujours contraintes liées aux soins psychiatriques, mais on peut toujours quitter l'établissement. Il faut être très vigilant aux décharges de responsabilité qu'on se fait signer aux patients quand ils sortent, contre avis médical, puisque finalement, juridiquement, ça n'a pas de valeur, hein, puisque s'il y a eu un accident médical, c'est pas parce que le patient est sorti de l'établissement que la responsabilité de l'établissement ne pourra pas être engagée en raison de cet accident médical. Donc voilà, c'est plutôt une pression qu'autre chose qui est mise sur les patients, qui sont évidemment libres de sortir à tout moment. Et même s'ils sortent contre avis médical, il faut évidemment veiller à ce que leur sortie d'établissement, enfin ce que les conditions d'accueil au sein du domicile soient réunies, ou en tout cas permettre de les organiser de sorte que le patient ne se retrouve pas seul chez lui sans soins à domicile s'il en a besoin. Merci. Alors,
on ne va pas se le cacher ici dans ce webinaire. La sortie, c'est un moment critique pour le parcours du patient. En vrai, quand on a vu que tout à l'heure sur Scope Santé, vous aviez tout un tas de thématiques. En général, les thématiques les moins bien notées sur Scope Santé dans les établissements de santé, c'est la sortie. C'est un point critique. La certification des établissements de santé, d'ailleurs, l'a bien relevé. Elle regarde ça. Pourquoi ? Parce que, en fait, c'est un moment de transition entre là où vous êtes hospitalisé et votre domicile. Et c'est là où la transition se passe en général pas très bien parce que des fois, il y a un manque de communication entre l'hôpital qui vous hospitalise et votre domicile, vos professionnels de ville qui prennent le relais. Et donc, ça se traduit parfois par des sorties un peu rapides, par exemple le vendredi soir, de personnes âgées où des traitements sont pas prêts. La personne, parfois, on a eu des cas comme ça où la personne ne sait même pas quel traitement elle a, quel traitement a été modifié pendant son séjour hospitalier. Et donc, les représentants des usagers, le conseil à donner ici, doivent être très attentifs sur notamment les changements de traitement réalisés lors de l'hospitalisation. Est-ce qu'on a bien expliqué à la personne les actes qui ont été prodigués? Est-ce qu'on a bien expliqué à la personne qui sort les changements de traitement qui ont été effectués? Est-ce qu'on a bien expliqué à la personne qui sort si son matériel à domicile, s'il y a par exemple des lits médicalisés ou des dispositifs médicaux, est-ce qu'elle a tout ça de préparé quand elle va rentrer chez elle et que la transition est bien assurée? Donc on a un vrai sujet et c'est des sujets qui pourront être étayés pour le représentant des usagers à travers des enquêtes. Donc ça, vous pouvez vous rapprocher de votre direction qualité pour faire des enquêtes auprès des patients pour voir comment ça se passe. Donc on enchaîne. Ouais. Un droit central, Florence, peut-être même en l'époque actuelle avec les complications budgétaires des établissements de santé et les baisses des effectifs, un droit très important qui est la personne est traitée avec égard, avec dignité. Qu'est-ce que tu peux nous en dire sur le plan du droit ? Eh bien, je pense que là, on recouvre trois éléments importants, qui est le respect de l'intimité, le respect de la dignité et le principe de non-discrimination. Voilà, ces trois, pour moi, ça regroupe ces trois, avec égard, ça regroupe ces trois notions-là qui sont consacrées par le Code de la santé publique, par le Code pénal, par le Code civil. Voilà, on est très bien encadré à ce niveau-là, donc il faut pas mollir. La dignité, c'est important dans les soins, évidemment, et puis la discrimination, on recouvre alors tout ce qu'on connaît déjà assez bien, la couleur de peau, la religion, le sexe, l'orientation sexuelle, mais on a aussi, pour ce qui nous préoccupe souvent, la protection sociale, c'est-à-dire qu'il s'agit de traiter de la même façon quelqu'un qui a une complémentaire santé ou quelqu'un qui n'en a pas, ou quelqu'un qui a la complémentaire santé solidaire ou l'aide médicale d'État. Voilà, il s'agit de traiter tout le monde de la même façon, quels que soient ses moyens financiers et sa protection sociale. Merci Florence. Alors, je ne sais pas si tu vois l'heure, mais on est à 58. Ah, donc on va accélérer. Très rapidement, les points d'attention pour le représentant des usagers, évidemment la dignité, l'intimité, ça a été dit, dans les couloirs notamment, la question de l'infantilisation des personnes, la question de la propreté des locaux, c'est aussi une question de dignité, les fondamentaux d'hygiène, hydratation, accompagnement aux toilettes, y compris la nuit, etc. Donc c'est tout un tas de sujets auxquels les représentants des usagers ont tout à fait un regard à avoir. Le respect de la vie privée, très important. On peut enchaîner, ouais, avec ça va ensemble, intimité, dignité, et puis respect de la vie privée, du secret des informations qui nous concernent. Donc attention, dans les établissements de santé, il y a un partage d'informations qui est fait, qui est prévu par les textes, donc c'est légal, mais néanmoins la personne peut s'y opposer. Encore faut-il qu'elle sache que ce partage d'informations existe, mais elle peut s'y opposer. Et puis attention aussi au système d'informatisation
des données de santé, notamment dans les établissements de santé. J'insiste parce que parfois on peut être pris en charge dans un service X, et puis il y a notre voisine qui travaille dans le service Y, et il se trouve que du coup, comme les services informatiques ne sécurisent pas trop de service en service, eh bien la voisine Y, elle peut consulter tranquillou le dossier médical quand on a été en service X. Donc voilà, je pense que les RU, mais je te laisse Alexis là-dessus, peut-être ont une vigilance là-dessus. Très rapidement, oui, vous pouvez vous assurer du respect de la confidentialité des données dans la totalité des secteurs de l'hôpital. Donc ça comprend la confidentialité informatique, comme l'a dit Florence, vos données médicales informatisées, mais également dans les couloirs ou dans les salles d'attente, sur l'éventuelle évocation de votre pathologie, etc. Vous avez le droit au respect de la vie privée, et c'est ça que les RU peuvent regarder spécifiquement. Sur l'accès aux informations le concernant. Donc, c'est un peu une variante du droit à l'information, ça, j'ai l'impression, Florence, là-dessus. Oui, c'est l'un des. On fête bientôt l'anniversaire de la loi du 4 mars 2002. C'est l'une des grosses consécrations d'il y a 20 ans. C'est-à-dire que maintenant, on n'a plus besoin de passer par son médecin traitant pour accéder à son dossier médical. Donc, ça, c'est une grosse nouveauté qui fonctionne assez bien. Au sein des établissements de santé, voilà, on est sur un accès direct avec un délai de réponse de 8 jours pour les informations qui datent de moins de 5 ans et de 2 mois lorsque les informations sont plus anciennes. Donc voilà, il faut veiller au respect de ces règles-là, et notamment la question de la facturation aussi peut poser difficulté. Nous, on a sur Santé Info Droit, par exemple, pas mal de retours de gens à qui les établissements réclament le paiement d'un forfait, parce que les frais de copie et d'envoi sont à la charge de l'usager. Donc ça, ok, c'est prévu par les textes. En revanche, demander un forfait, alors même qu'on ne sait pas à l'avance combien de copies on va devoir payer, enfin on va obtenir en retour, voilà, c'est quelque chose auquel il faut veiller au sein des établissements. Alors moi, rien de plus à ajouter là-dessus. Veillez juste à ce que quand l'information est demandée, elle soit bien donnée aux usagers, et donc le représentant des usagers peut avoir son regard là-dessus. Dernier point sur finalement le fait que la personne hospitalisée peut donner ses observations sur les soins et l'accueil. Oui, bien sûr. Et ça, les représentants d'usagers sont en première ligne, évidemment. C'est consacré par le Code de la santé publique, toujours, la possibilité d'exprimer ses observations sur les soins et sur l'accueil. C'est le fondement même, d'ailleurs, de l'existence du RU et de la commission des usagers, ancienne CRUC-PC, effectivement, qui est là pour recueillir les observations et les plaintes et réclamations des usagers. Très rapidement, le RU, il a 3 fonctions principales. Il peut s'assurer que les contacts des représentants des usagers et des assos de patients soient facilement accessibles par l'établissement, avec par exemple les contacts des informations, de la permanence, notamment sur le site internet ou dans le livret d'accueil. C'est pas encore automatique dans tous les établissements. On peut s'assurer qu'il y a des enquêtes de satisfaction mises en place en tant que RU, puisque finalement, c'est intéressant pour l'établissement d'interroger les patients sur leur expérience, leur vécu des soins. Et enfin, on peut s'assurer que le patient est informé des modalités lorsqu'il souhaite déclarer, faire une réclamation ou déclarer un événement indésirable, et donc s'assurer que le patient a bien accès à ce type d'informations et qu'il peut faire des réclamations en bonne et due forme. Voilà, je crois j'entends des petits bip-bip. Est-ce que à ce stade, il y a des questions Je n'en ai pas vu. Amandine, peut-être, je ne sais pas si tu... Il y a beaucoup de gens qui disent merci et qui nous ont laissé entre-temps. Alexis, je suis désolée de te décevoir. On a perdu à peu près 15 participants entre le début de notre présentation. D'accord, c'était pas si pédagogique. Je ne sais pas comment on doit prendre cette information. Alors, je pense en tout cas que les personnes qui ont regardé ont beaucoup apprécié, parce qu'il y a eu beaucoup de retours positifs. Ouais. A priori, pas d'autres questions. Et d'après ce que je lis, les modalités de recours intéressent. Donc, peut-être qu'on aura davantage de questions en suivant. Ok, bah, Florence, je te laisse la main et je suis le passeur de PPT. Eh bien, les modalités de recours, c'est alors la base, c'est d'accéder à son dossier médical.
Donc ça, c'est ce qu'on a vu un peu plus tôt. On ne peut rien faire sans son dossier médical. Donc ça, c'est la première démarche que doit faire toute victime ou toute personne qui réclame quelque chose auprès de l'établissement. Et puis après, les démarches, ça va dépendre un petit peu de l'objectif que l'on poursuit. Est-ce qu'on souhaite sanctionner le professionnel de santé qui nous a causé un préjudice, un dommage? Est-ce qu'on souhaite être indemnisé pour ces préjudices que l'on a subis, c'est-à-dire les voir être réparés financièrement? Est-ce qu'on souhaite comprendre, savoir ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'on souhaite signaler des dysfonctionnements, contribuer à l'amélioration de la qualité des soins au sein de l'établissement? Tous ces objectifs-là peuvent se mener évidemment concomitamment, c'est pas l'un ou l'autre, hein, mais voilà, il faut, pour savoir quel recours on va engager, il faut savoir ce qu'on veut. Peut-être que Alexis, tu peux lancer la page d'après. Voilà. Donc on a fait des petits schémas. Donc si par exemple on souhaite, si on veut engager une démarche non indemnitaire, c'est-à-dire ne pas avoir réparé ses préjudices en cas d'accident médical par exemple, on peut choisir la sanction du professionnel, la sanction disciplinaire. Donc là, on va saisir le conseil de l'ordre concerné, ou alors on va saisir le directeur de l'établissement de santé lorsque c'est un professionnel qui exerce en établissement. Où on peut choisir la sanction pénale, sachant que la sanction pénale, il faut quand même qu'il y ait une infraction pénale derrière tout ça. Et les infractions pénales, elles sont listées par le code pénal. Elles sont pas, on choisit pas quel type d'infraction on a pu commettre. Donc c'est rare quand même dans les cas d'accident médical de voir la responsabilité pénale engagée. Mais ça peut se produire évidemment. Et puis on peut choisir de mettre en évidence les dysfonctionnements et de favoriser l'amélioration des pratiques. Et donc là, la commission des usagers, par exemple, c'est évidemment l'instance la plus pertinente. C'est aussi le cas du conseil de la vie sociale lorsqu'il y a un accident qui se produit dans un établissement social ou médico-social, ou de saisir la personne qualifiée également. Et puis, on peut toujours mettre en copie, évidemment, l'agence régionale de santé qui est pleinement concernée par ce genre de dysfonctionnement. Et puis, on peut choisir aussi concomitamment d'ailleurs, de voir réparer ses préjudices, c'est-à-dire d'obtenir une indemnisation financière qui vient vous replacer dans la situation dans laquelle vous étiez avant l'accident. Et donc là, à ce moment-là, on peut engager une démarche amiable auprès de l'établissement de santé ou du professionnel, c'est-à-dire que lui va saisir son assurance responsabilité. Tous les professionnels, tous les établissements ont une assurance. Et donc, à ce moment-là, il y a une expertise qui peut être menée pour évaluer ce qui s'est passé et puis les préjudices qui peuvent être réparés. Et puis, on peut aussi saisir la CCI. Je ne sais pas si vous connaissez, Commission de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux. Ça, c'est une instance qui se saisit, qui est gratuite, qui permet d'avoir une expertise gratuitement. Et puis, qui peut ensuite permettre aux professionnels de vous indemniser. Et enfin, les juridictions de droit commun, ce qu'on appelle, c'est-à-dire c'est le tribunal, un tribunal administratif quand l'établissement de santé est un établissement public, et tribunal judiciaire lorsqu'il s'agit d'un établissement privé. Pour tout ça, il faut évidemment, dans la mesure du possible, être accompagné, donc soit par une association spécialisée, il y en a au sein de France Asso Santé par exemple, et soit par un médecin conseil ou un avocat spécialisé, évidemment. Souvent, il faut les rémunérer, donc il faut dans ces cas-là peut-être voir si on n'a pas une assurance protection juridique qui permettrait de financer ce genre d'accompagnement. Un réflexe? Un réflexe toujours. L'ayez toujours en tête, Santé Info Droit. Je vends ma crèmerie. Nous vendons notre crèmerie. Santé Info Droit, c'est donc la ligne d'information juridique de France Asso. Et on est ouvert tous les après-midi. Et donc, on répond à toutes les questions juridiques en lien avec la santé. Donc, il ne faut pas hésiter à nous saisir par courriel ou par téléphone. Et puis, à consulter les fiches pratiques qui sont grand public, puisqu'elles sont accessibles sur le site internet de France Asso Santé. Et il y en a plus de 80. Donc, vous devriez pouvoir trouver votre bonheur. Elles sont mises à jour le plus possible. Donc voilà. Voilà, écoutez. Florence, Alexis, pour ces interventions très claires. Les participants nous ont demandé en nombre si le PPT allait être diffusé. Est-ce que nous pourrons le transmettre aux spectateurs?
Eh bien non. Pas du tout. Non, mais si, on Très pourra le bien. donner sans problème. Non, on pourra le donner sans problème, évidemment. Ok. Top. Bon, ben déjà, premier point qui, je pense, va contenter beaucoup de monde. Vous voyez les petits pouces apparaître. Deuxième question de fond, qui est est-ce que l'établissement peut refuser de donner son dossier médical quand une personne formule la question, en tout cas formule la demande? Non, pas du tout, pas du tout. Il n'y a aucun cas dans lesquels il peut refuser de l'accès au dossier médical d'une personne directement concernée. Après, il y a quelques circonstances particulières. Par exemple, il peut proposer que ce soit fait par l'intermédiaire d'un médecin. C'est pas obligatoire, mais il peut proposer que ce le soit parce qu'il considère que les informations sont un peu délicates à délivrer comme ça de manière brutale. Il y a quelques éléments qui ne sont pas accessibles, comme les notes personnelles des médecins, par exemple, ou les informations qui concernent les tiers. Par exemple, dans les cas d'hospitalisation psychiatrique, il peut être retiré du dossier médical les éventuels signalements des tiers qui ont mené à l'hospitalisation, des choses comme ça. Mais toujours, le dossier médical est accessible à la personne concernée, y compris à ses ayants droit lorsqu'elle est décédée, en tout cas en partie. Et elle est accessible évidemment par les titulaires de l'autorité parentale pour les mineurs et puis par le tuteur lorsque la personne est sous mesure de protection. Ok, merci Florence. Une remarque de la part d'une spectatrice qui est que donc un manque d'accessibilité au niveau des soins persiste pour les personnes sourdes et malentendantes. Dans tous les cas, nous, au sein de France Asso Santé Corse, et même je pense au sein de France Asso Santé, nous avons en tête cette donnée et ce constat. Donc, nous faisons en sorte, justement, par le biais d'un webinaire comme celui-ci et aussi par d'autres actions, nous faisons en sorte d'essayer de promouvoir une meilleure accessibilité. En tout cas, on note que c'est un enjeu actuel du système de santé. Je remercie encore une fois Alexis et Florence pour ces interventions très claires qui, je pense, ont beaucoup aidé. En tout cas, Merci beaucoup guidé nos spectateurs. Je vous propose du coup de quitter la scène et je vais rappeler Madame Poli pour conclure ce webinaire. Merci. Alors, Madame Poli, je pense qu'il n'y a pas votre micro, si Christelle est par ici, pour activer le micro. Oui. Dans un premier temps, je voudrais présenter toutes mes excuses pour parfois un réseau qui était un petit peu défaillant. Sur la fin, c'était bien mieux et j'espère que vous nous en excuserez. Pour nous, c'était une grande première, mais ça ne sera pas une dernière. Nous comptons en 2022 nous atteler et continuer ce genre de webinaires qui sont d'abord fort intéressants et fort enrichissants pour nous, les représentants des usagers. Donc, à l'issue de ce temps d'échange, je voudrais remercier tous les participants ainsi que toutes les personnes inscrites. Nous ne manquerons pas de revenir vers vous pour toutes les questions qui n'ont pas été abordées. Nous nous retrouverons certainement en 2022, toujours au plus près des patients, des familles et des usagers. Et je vous souhaite, en mon nom et en nom de France Asso Santé Corse, de passer de très bonnes fêtes de fin d'année, de prendre soin de vous et surtout de respecter les gestes barrières. Nous en avons énormément besoin. Pace e salute a tutti. À très bientôt. Bonne soirée.